Eh bien, nous sommes de retour après une courte pause pour continuer les échanges avec une nouvelle table ronde qui va faire un focus autour des innovations numériques en santé et plus particulièrement comment embarquer les acteurs dans l'innovation du numérique en santé. Et je m'adresserai en premier lieu à monsieur ou docteur Antoine Tenière, qui est directeur général de Paris Santé Campus. Quelle est votre analyse, votre vision et puis peut-être des perspectives? Vous pouvez peut-être dans un premier temps vous présenter Paris Santé Campus, qui est encore un projet, un sujet, un écrin récent qui mérite d'avoir plus de visibilité. Merci beaucoup et merci surtout de votre invitation. Alors, je vais commencer par m'excuser parce que je ne pourrais malheureusement pas assister à la totalité de la table ronde et j'en suis désolé. Mais je suis très heureux de pouvoir partager quelques éléments de vision effectivement sur les enjeux de l'innovation en santé et la façon dont on peut inclure de façon large les acteurs qui vont la porter et la déterminer. Paris Santé Campus, c'est un programme qui vient compléter toute une stratégie qui est portée notamment par mes voisins de gauche et au premier lieu ma voisine qui a mis les fondations extrêmement solides pour pouvoir, à travers des politiques publiques, à travers des stratégies de financement, à travers des stratégies d'inclusion d'acteurs, construire le rationnel et tous les éléments nécessaires au développement du numérique en santé. Et donc ça, c'est des éléments, on va dire, qui étaient prévus depuis plusieurs années dans la feuille de route, et Laura la décrira bien évidemment beaucoup mieux que moi, et sur lequel Paris Santé Campus vient donner un élément visible. Tous les éléments de politique publique, par exemple, ne sont pas forcément aussi visibles pour tout le monde. Et donc c'est sur ces fondations-là qu'on vient construire, et Laura, à l'image de la maison, on est sur le toit de la maison, ou en tout cas sur les parties supérieures, pour avoir un élément fédérateur qui a vocation à rassembler des acteurs qui vont construire le numérique en santé, qu'ils soient chercheurs, soignants, entrepreneurs, étudiants, grands industriels et institutions, dans une politique inédite de rassemblement d'acteurs sur un même campus. Et donc ça incarne bien finalement ce terme de campus, ce qu'on souhaite créer, c'est-à-dire un endroit où tout le monde peut se rencontrer, tout le monde peut se parler, tout le monde peut imaginer la façon de travailler ensemble. Et dans les éléments qui étaient prévus, j'ai parlé de tout ce qui a été mis en place avec l'Agence du numérique en santé, la DNS et d'autres acteurs, le Health Hub, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a aussi des éléments d'opportunité, entre guillemets, et notamment la crise sanitaire que nous avons vécu et qui a permis de comprendre à quel point finalement le rassemblement des acteurs, ici dans une logique un peu forcée par la situation urgente, permettait de trouver des solutions, permettait de casser un certain nombre de silos qu'on voyait auparavant et d'imaginer des réponses très concrètes à des problématiques pour notre système de santé de façon très très visible pour chacun des citoyens. On pense par exemple à l'essor de la télémédecine, je pense que vous en direz un petit mot, mais aussi à l'utilisation des applications, aux logiques de parcours patient qui sont mis en place dans les prises en charge Covid par exemple. Tout ça sont des éléments qui sont venus accélérer tout ce qui était mis en place et c'est sur cette accélération finalement qu'on a un enjeu, une responsabilité tous ensemble à se dire qu'on ne laisse pas retomber cette dynamique. Paris Santé Campus évidemment il jouera un rôle fondamental avec la volonté de fédérer l'ensemble des acteurs dans une logique nationale puisque c'est bien un programme national qui a vocation justement à accompagner toute la réflexion sur les enjeux numériques, que ce soit la data, que ce soit les formations, que ce soit la création de valeur, parce qu'il y a un enjeu également à accompagner des entreprises qui vont imaginer les outils connectés, les applicatifs et transformer un certain nombre d'usages, ou que ce soit les grands industriels, dans une logique qui permette in fine non seulement d'amener une valeur claire pour chacun des patients, mais aussi d'accompagner les grandes transitions du système de santé, et notamment la transition du soin vers la prévention. Et à ce titre-là, c'est quelque chose, au moins dans la vision, les débats et l'information, qui s'ouvre vers la société tout entière. Voilà les grands éléments que je pouvais partager avec vous, mais je sais que tous les panélistes pourront compléter ces premiers points. Si vous avez encore 30 secondes, peut-être une projection sur les 5 prochaines années, justement sur cette infrastructure. Comment vous imaginez du coup la collaboration des acteurs dans 5 ans? Voilà.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la dynamique s'est mise en place de façon extrêmement rapide. Paris Santé Campus, au départ, est porté par 5 membres fondateurs, l'Agence du numérique en santé, le Health Data Hub, l'INSERM, INRIA et l'Université PSL, mais tisse un large réseau de collaboration et d'interaction. On voit déjà une dynamique qui se met en place, un intérêt clair à travers à la fois les acteurs académiques que j'ai cités, ceux qui rentrent en réseau et en partenariat avec nous, notamment l'assistance publique, mais bien évidemment beaucoup d'autres centres de soins, et puis une attente très importante des industriels et des startups qu'il faut organiser, à laquelle il faut répondre de façon tout à fait structurée et en respectant les cadres éthiques et déontologiques dans lesquels on travaille bien entendu, mais qui montre à quel point finalement cette dynamique était attendue. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver à l'amplifier dans les 5 prochaines années, effectivement, et de travailler à la fois sur la création de valeur scientifique, la façon dont on va pouvoir, à travers les instituts qui sont présents, coordonner les publications, coordonner les grandes découvertes qui feront le numérique en santé de demain. De la création de valeur économique également, et donc accompagner les startups sur les levées de fonds, sur la création d'emplois, les grandes entreprises françaises à se développer, et puis avoir une vision très internationale, et notamment le cadre européen qui est essentiel aujourd'hui, dans lequel le Health Data Hub, la DNS et l'Agence du numérique en santé sont très investis, pour arriver à positionner un certain nombre de caractéristiques que la France souhaite porter, et au tout premier lieu desquelles notamment l'éthique sur la gestion des données, dans une vision européenne qui permettra ensuite d'être à l'échelle et de pouvoir être écouté par ceux qui ont pris un petit peu d'avance, notamment les États-Unis et la Chine. Waouh, merci beaucoup. On applaudit donc Antoine Ténière pour cette présentation rapide, courte mais extrêmement impactante. Merci infiniment. Alors si le temps malheureusement vous oblige à nous quitter déjà, mais en tous les cas, merci infiniment. Merci infiniment pour votre intervention. On peut peut-être se permettre un petit écart et prendre une question avant de prolonger, si vous avez 2-3 minutes. Oui, bien sûr. Oui, alors, Myriam Oukal, je te propose de te présenter, tu ne l'as pas fait tout à l'heure, pour les centaines de personnes qui sont en ligne, s'il te plaît. Bonjour, Myriam Oukal, je préside une association, le Conseil de la e-santé, qui rassemble des industriels, mais aussi tous les professionnels issus du système de santé. Je vais faire vite dans la présentation ce que je reste à disposition. J'ai une petite question, Antoine. On a parlé du contexte de l'incertitude, de la nécessité de fédérer, de croiser les compétences. Au-delà de l'initiative Paris Santé Campus, pourrais-tu nous dire quelques mots de la French Care que tu viens d'initier ? Oui, avec plaisir. Alors effectivement, j'ai un petit coq blanc à la boutonnière, mais je ne suis pas le seul sur ce plateau. L'idée de la French Care, alors Paris Santé Campus est un lieu. Et donc c'est vraiment cette logique qu'on incarne à travers un lieu qui va rassembler les acteurs, qui a vocation à être vraiment un phare pour le numérique en santé. La French Care, c'est une identité. Et donc l'idée, c'est de mettre à disposition de tous une identité qui permette que chacun puisse s'en saisir pour se dire « j'appartiens à la grande équipe de France de la santé. Je partage une idée de l'excellence pour nos patients, pour nos concitoyens, et je porte justement cette idée de l'excellence française en santé. » Donc c'est un élément qui est disponible pour tous et qui s'inspire évidemment des grandes réussites à travers les emblèmes du coq. On pense en premier à la French Tech, mais il y en a d'autres, et qu'on a organisé avec BPI France. L'idée étant d'animer des communautés d'acteurs avec une spécificité pour la santé qui rassemble des acteurs qui sont très variés, j'en ai cité beaucoup tout à l'heure, et avec un challenge qui est d'arriver à créer dans la diversité justement de chacun la richesse qui est nécessaire à ces écosystèmes d'innovation. Donc c'est quelque chose qui a vocation à diffuser. Il y aura de l'animation territoriale, il y a de la réflexion et des analyses sur le système de santé dans son ensemble, la façon dont il peut collaborer, la façon dont il peut s'enrichir des difficultés dont on a parlé, notamment à travers la crise Covid. Et c'est quelque chose qu'on a lancé en février, qui a vocation à grandir. Et évidemment, j'appelle chacun d'entre vous à porter fièrement ce petit emblème qui a vocation à nous rassembler tous. Voilà, et notamment pour penser l'innovation. C'est fait pour managersanté.com en tous les cas. Voilà, il y a quelques minutes. Voilà. Et
Oui, il y aura probablement aussi d'autres demandes, mais ça, nous gérons ça en interne. Voilà. Je reviendrai avec merci infiniment en tous les cas pour avoir eu vraiment cette générosité de nous proposer donc, du temps. Alors peut-être, du coup, on va revenir peut-être un tout petit peu en amont, mais avec un peu la genèse de l'Agence du numérique en santé, et puis peut-être à travers effectivement cette histoire, cette aventure. Alors je te laisse reprendre la main. Absolument, et dans le cadre de cette genèse, il y a un rapport que nous avons tous découvert, lu attentivement, auquel Laura Letourneau a participé, et puis oui, la genèse de l'Agence du numérique en santé est pilotée, dirigée par son président, Dr Jacques Lucas. Vous avez eu l'occasion d'introduire tout à l'heure. Quelle est votre vision sur la façon dont le numérique pourrait embarquer, ou comment embarquer les professionnels de santé dans cette transformation ? Oui, tout à l'heure, j'ai cru entendre la jeunesse et je me suis dit, c'est pas tout à fait moi qu'il fallait sur la table ronde. Mais non, il s'agissait bien de la genèse. Donc, l'Agence du numérique en santé a été créée en succédant à l'ASIP Santé et est placée sous la tutelle ministérielle par l'intermédiaire de la délégation ministérielle au numérique en santé. Donc, ce n'est pas l'agence qui fait la stratégie, c'est l'agence qui apporte les solutions informatiques qui sont appropriées pour répondre à la stratégie qui est définie avec, bien évidemment, également les directions de la délégation ministérielle au numérique. Alors, embarquer les acteurs, Antoine Ténière l'a dit très bien, c'est embarquer les acteurs institutionnels. Mais les acteurs institutionnels, tout au moins un certain nombre d'entre eux, leur parole est également décrédibilisée. On sait bien que la parole publique, la presse, les paroles officielles sont actuellement suspectées de ne pas dire la vérité. On nous cache des choses, en fait, qui se sont répandues. Donc ce sera un véritable sujet pour reconstituer une cohérence dans le système de santé lui-même. On a bien vu toutes les fake news qui circulaient à l'occasion de la pandémie, et parfois d'ailleurs de la part de confrères qui auraient mieux fait de se taire et de respecter effectivement la déontologie professionnelle qui impose à ne parler au grand public que des données acquises de la science, ou de parler éventuellement des voies de recherche qui sont prometteuses, mais ne pas les tromper lorsqu'ils sont eux-mêmes vulnérables, parce qu'ils avaient peur, que tout le monde avait peur, la France a peur, la France avait peur. Elle sort de ce traumatisme psychologique avec encore une altération psychologique. On dit que c'est le confinement a joué, les patients qui ont été atteints ont des difficultés, les enfants aussi, mais même ceux qui ne l'ont pas été atteints par le Covid restent encore un peu traumatisés. Je crois qu'on l'éprouve tous dans notre vie. Alors, embarquer les professionnels de santé dans l'innovation numérique n'est pas une mince affaire, parce qu'ils considèrent actuellement que, je vais dire ça un peu brutalement, je nuancerai mon propos après, ils ont autre chose à faire. C'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas véritablement l'importance majeure que comporte le numérique en santé dans les pratiques professionnelles, que ce soit dans les établissements de santé, publics ou privés, ou que ce soit avec la ville. Un des objectifs, pourtant, est de supprimer le mur qui sépare encore les hôpitaux de la pratique ambulatoire, notamment en utilisant des moyens numériques. Mais j'ai bien vu que les établissements eux-mêmes étaient un petit peu dans la difficulté parce qu'on a entendu lors des 2 tables rondes précédentes quelle priorité dans la transformation des organisations en santé et comment rendre plus agiles les circuits de décision dans les établissements, que c'était très hospitalo-centré. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé du tout de l'aval et on n'a pas parlé du tout de l'amont. Or, en réalité, que se passe-t-il actuellement? C'est qu'en aval, il y a des personnes qui sont inquiètes, à tort ou à raison, peu importe, quand vous avez un petit bruit dans votre moteur de voiture et que vous n'êtes pas fan de la mécanique, vous vous dites « ma voiture fait du bruit, il faut que je voie un garagiste ». Et comme ils ne trouvent pas, non pas ceux que la voiture fait du bruit, mais les patients, ne trouvent pas une réponse en proximité, eh bien ils vont dans les services dits d'urgence des hôpitaux qui accueillent toute la misère du monde.
y compris d'ailleurs les personnes qui sont dans une situation de précarité sociale et qui finalement ne se posent pas la question et vont à ce qu'on appelle les urgences, qui ne sont pas des véritables urgences. Il y a des urgences aussi, mais c'est un service d'accueil. Donc il faut gérer aussi ce problème de l'aval vers les établissements, c'est un vrai sujet au niveau de l'organisation du système de santé et l'amont. Parce que ces personnes qui sont arrivées dans le service des urgences, notamment si c'était un facteur, une personne âgée qui vit seule, qui tout d'un coup a mal au ventre, elle arrive péniblement finalement à avertir sa voisine qui l'amène au service des urgences. Le service des urgences considère qu'il n'y a pas de problème médical à régler puisque effectivement le problème est médico-social et c'est RAD, retour à domicile. Mais le retour à domicile n'a pas du tout résolu la question pour laquelle cette personne était allée à l'hôpital. Donc si je vous dis ça, c'est que le numérique, bien sûr, peut contribuer à améliorer les choses, et puissamment même, et à coordonner la situation, mais il ne faut pas, je dirais, vendre, je veux dire des choses comme ça, aux professionnels de santé, qu'ils soient d'ailleurs dans les établissements ou qu'ils soient en ville, le fait que, tranquillisez-vous, avec le numérique, y compris la télémédecine, mon cher Pierre, on va résoudre les problèmes. Je me souviens avoir conduit une mission à Mayotte, département de la République, où la situation est particulièrement tendue. Et me trouvant devant les médecins à Mayotte, j'avais cru malin, finalement, de dire « oui, mais vous êtes sur place, mais vous pouvez avoir un télémédecin à distance qui va vous apporter... » Ils avaient été très respectueux, puisqu'ils avaient devant eux le premier président du Conseil de l'Ordre, mais enfin, j'ai quand même été sérieusement chahuté. Donc, ce sont ces sujets-là qui vont dominer, et comme je le disais tout à l'heure à Laura, je pense que dans le déploiement de mon espace santé, il est impératif que les professionnels de santé au contact avec la population soient des ambassadeurs. Alors, c'est bien sûr la logique qui est suivie. Les médecins de premier recours, il ne faut peut-être pas trop compter sur eux parce qu'ils sont déjà submergés, je pense, aux médecins généralistes. Et par conséquent, ce sont peut-être les pharmaciens qui trouvent un lien social. Enfin, quand vous rentrez dans une officine pour acheter des médicaments ou même en automédication, vous voyez que derrière le comptoir, il y a une vie, et de l'autre côté du comptoir, il y a des échanges citoyens qui sont extrêmement importants. Il y a également les infirmiers. Donc, la communication publique, et Dieu sait si elle est importante avec le ministère, avec la CNAM, pour toucher bien sûr les citoyens, les utilisateurs, qui sont également des acteurs importants, mais il faut embarquer les professionnels de santé, et le risque principal, c'est finalement pas tellement de l'opposition, ce serait plutôt de l'inertie. Et donc il faut faire une pédagogie active et joyeuse, ne pas les culpabiliser s'ils n'utilisent pas les moyens numériques. J'en aurais terminé. Bien sûr, des moyens ont également été mis en œuvre, en tout cas pour ce qui concerne les professionnels libéraux, dès lors où la convention avec l'assurance maladie va leur donner des avantages financiers à utiliser les outils numériques, le DMP, la messagerie sécurisée, la prescription électronique quand elle va arriver. Peut-être que leurs organisations représentatives considéreront que c'est insuffisant, de même que les organisations représentatives, on a parlé aussi des organisations syndicales dans les établissements tout à l'heure, il faut en faire des partenaires qui seront nécessairement un peu bruyants parce qu'un syndicat défend les intérêts de ses seuls mandants et c'est toujours un peu financier derrière les revendications, mais ça peut être quand même des partenaires et il me semble que ce sont là les voies de l'embarquement dans cette aventure. Les mêmes d'ailleurs qui se disent le numérique en santé clean et propre finalement, citoyen et souverain, utilisent les outils mis à leur disposition par les GAFAM. Tu prends le relais parce que le micro ne fonctionne pas. Merci infiniment, on applaudit bien sûr l'intervention. Voilà, merci beaucoup, cher docteur. Très précis, merci beaucoup. Jacques Lucas. Alors, je passe la parole maintenant à Laura Letourneau. Je vous laisse voilà, spécialiste de l'embarquement des équipes à l'échelle nationale. Alors, vous êtes délégué ministériel
du numérique en santé auprès de la direction du numérique en santé. Donc vous êtes les deux socles, donc la DNS et puis l'ANS. Quel est les outils pour vous pour embarquer les professionnels dans cette transition, dans cette transformation du numérique qui est un grand chantier national et européen? C'est marrant cette question parce que ça nous oblige un peu à rationaliser, à rétro-rationaliser ce qui s'est passé depuis 3 ans. Et c'est aussi le cas quand on rencontre souvent le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Intérieur, etc., de la Culture, qui nous disent « mais comment vous avez fait au début ? Comment est-ce que vous avez commencé quand il n'y avait rien, quand il n'y avait pas les 2 milliards du Ségur, les 1 milliard sur l'innovation, que le numérique était encore vu comme un sujet technique, où quand Dominique on est arrivé, on nous a dit qu'est-ce que c'est la ZIP santé, il faut la supprimer, ça sert à quoi, ça sert à rien, on ne sait pas pourquoi, etc. Enfin, que quand on creuse, on se dit c'est les fondations de la maison, s'il n'y a pas de fondation de la maison, il n'y a pas de numérique en santé. Comment est-ce qu'on a commencé? Alors avec Dominique, on déteste les recettes toutes faites, par contre, on pense qu'il y a 2 ingrédients qui permettent de déclencher la machine, de rompre le cercle vicieux dans lequel tout le monde s'attend, puisqu'on a des professionnels de santé qui ne vont pas sur les outils numériques parce qu'ils sont trop ergonomiques, ils ne sont pas suffisamment interopérables, et qui disent que c'est la faute des éditeurs qui disent que s'ils ne sont pas interopérables, c'est la faute des pouvoirs publics qui n'ont pas fixé des normes, les pouvoirs publics qui disent oui, mais dès qu'on parle de numérique avec les assos de patients, on parle que d'état Big Brother et de RGPD, et on ne parle pas des usages et de l'interopérabilité, etc., etc. Comment est-ce qu'on rompt ce cercle vicieux pour faire en sorte qu'on ait un objectif commun et qu'on avance à marche forcée là où on patauge depuis 20 ans? Pour nous, il y a 2 ingrédients. Le premier, c'est start with why, comme disent les Américains. Donc commencer avec le pourquoi et dire pourquoi est-ce qu'on fait du numérique en santé? Pourquoi est-ce qu'on est tous embarqués dans cette même aventure, au-delà des intérêts individuels, économiques, des éditeurs de logiciels, des professionnels de santé, des pouvoirs publics eux-mêmes? Quel est le sens sous-jacent à tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait du numérique en santé? Et clamer haut et fort qu'on ne fait pas du numérique pour du numérique, comme on ne fait pas de l'argent pour de l'argent, on ne fait pas de l'innovation pour l'innovation, on fait du numérique en santé, c'est pas une fin en soi, mais c'est malheureusement un moyen indispensable pour plus de coordination entre les professionnels de santé, pour des patients qui sont enfin acteurs de leur santé, au-delà des formules politiques hyper galvaudées qu'on répète tous à longueur de table ronde. Et ça doit se faire dans un cadre de valeurs qui est éthique, humaniste et citoyen. 3e point, entre la Chine et les États-Unis. Voilà, donc c'est très prétentieux, c'est très ambitieux, mais en même temps, c'est ça qu'on est en train de faire collectivement. Donc il faut le dire, il faut l'expliciter. Ça, c'est la première chose, répondre à la question du pourquoi et dévoiler le sens sous-jacent du cadre d'interopérabilité, du CISIS, de la PGSSIS, de l'INS, de ProSanté Connect. Voilà. En fait, ça, c'est pas des projets techniques. Derrière, c'est pour mieux soigner, mieux prévenir, mieux diagnostiquer, etc. Et puis le 2e ingrédient, c'est savoir où on met les pieds. On le sait tous qui sommes dans le secteur, c'est le mal de la santé publique, c'est que c'est le bazar en termes de gouvernance, y compris en interne et en externe également. Donc c'est dire, ok, on a cet objectif commun, mais maintenant, qui fait quoi là-dedans? Donc c'est pour ça que c'est l'orientation 1 de la feuille de route, il y en a 5, la première, la prioritaire, c'est remettre tout ça sur des rails. Donc qui fait quoi en interne entre l'ANS, l'assurance maladie, la DGOS, la DGS, la TIH, le GIE Sésame Vital, la CNIL, l'ANSSI, les ARS, les GRAP? Qui fait quoi déjà pour qu'on se coordonne? Et ensuite, comment est-ce qu'on co-construit en permanence avec l'externe et qu'on ne reste pas déjà à mettre énormément d'énergie à se coordonner entre nous? Comment non? Le plus important, c'est d'aller se concerter et co-construire en permanence avec l'externe. C'est pour ça qu'avec l'Agence du numérique en santé, avec l'assurance maladie, avec tous les acteurs que j'ai mentionnés, on est directement allé en 2019 sur le terrain. On n'est pas resté ici, on est allé pendant 6 mois sur le terrain, faire le tour de France des régions pour concerter, pour de vrai, avec les professionnels de santé, les DSI d'établissement, les start-upers, les assos de patients, etc., etc. Donc on a fait le tour de France des régions, on a lancé le Conseil du numérique en santé, qui est la grande messe du numérique en santé, qui a lieu tous les 6 mois, avec toutes les parties prenantes, et c'est ouvert à tous les citoyens qui le souhaitent, qui a lieu dans cette salle, dans laquelle on rend des comptes publiquement sur ce qui s'est passé, et on lève le voile aussi sur qu'est-ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. C'est l'occasion pour nous, collectivement, de prendre des engagements et de s'automettre la pression, un peu ensuite, pour respecter les échéances. Il y a eu des ateliers citoyens du numérique en santé qui se sont professionnalisés en le comité citoyen du numérique en santé, qui s'est inspiré de la Convention citoyenne pour le climat, faite avec le même prestataire, Respublica, qui était une expérience, honnêtement, de démocratie incroyable, qui redonne vraiment foi dans le débat justement démocratique et participatif. Nous, on est convaincus que
l'innovation en santé va être tirée par les citoyens, avant tout, les premiers bénéficiaires. Donc c'était extrêmement important pour nous de les mettre au centre en tirant 30 citoyens au sort et en les faisant débattre sur des sujets aussi complexes et à fort enjeu que l'accès par les différents professionnels de santé à leurs données de santé dans mon espace santé, par exemple. On leur a pas demandé juste leur avis sur la couleur des boutons de mon espace santé. On leur a demandé leur avis sur des arbitrages stratégiques qui ne doivent pas être pris que par nous, même si on a un avis, qui doivent être pris par tous les citoyens et la société dans son ensemble. Donc voilà les 2 ingrédients. Donc ça, c'est les ingrédients macro sur le numérique en santé qui ont permis d'activer la pompe au début avec tous les précurseurs qui étaient là et qui ont essayé d'embarquer tout le reste de l'écosystème. Et puis ensuite, ça se décline sur différents projets. Voilà, par exemple, pendant la crise sanitaire, quand on a porté avec Santé publique France, la DGS et la PHP SIDEP, le système d'information de dépistage, on a réussi à connecter en 3 semaines les 4500 laboratoires de biologie médicale de France, là où ça faisait 8 ans qu'on échouait à le faire sur d'autres maladies infectieuses comme la dengue ou le chikungunya. Bon, comment ça se fait qu'on l'a fait en 3 semaines? Bon, le sens, il était là. Il n'y avait pas beaucoup besoin de l'expliquer. C'est-à-dire que si on n'arrivait pas à faire SIDEP en 3 semaines, on déconfinait pas suite à la première vague parce qu'on était incapable de suivre l'épidémie de façon fiable. Donc, évidemment, on était tous très motivés. Et puis, deuxièmement, on a vraiment notamment travailler entre nous, le acteur public que je viens de citer, et puis aussi on a surtout co-construit avec les éditeurs de logiciels de laboratoires de biologie médicale et les professionnels de santé, les biologistes eux-mêmes, comme si on était collègues. On n'a pas soumis un texte, ils nous ont répondu 6 mois après, on a adapté le texte. On s'est enfermé dans une salle, nuit et jour, semaine et week-end, et on a fait en sorte de sortir SIDEP. Ensuite, sur le Ségur et les 2 milliards d'euros d'investissement, là aussi, on a commencé par poser le sens en disant il faut enfin réussir le partage fluide et sécurisé des données de santé via mon espace santé avec le citoyen notamment, le DMP et la messagerie sécurisée. Et ensuite, on a mis en œuvre des modalités de co-construction inspirées de SIDEP d'ailleurs. On a fait des task force, donc de biologie médicale, mais aussi des EHPAD, de la protection de l'enfance, des pharmacies, des kinés, etc. Et on a fait en sorte de travailler main dans la main pour sortir les specs qui sont en cours de déploiement en ce moment sur le terrain. Peut-être un dernier exemple, encore plus large, mais franchement, moi-même, j'y croyais pas. Sur la présidence française à l'Union européenne, là, on a dit on prend la présidence française à l'Union européenne maintenant, là, entre janvier et juin de cette année. C'est une fois tous les 14 ans. Donc, en fait, il ne faut pas rater le coche. Hein. On a l'occasion d'impulser quelque chose, nous, la France, pour tout le niveau européen. Avec Dominique, au début de la feuille de route, on rêvait d'imposer un modèle à la française et à l'européenne, éthique, humaniste, citoyen, 3e mouvement entre la Chine et les États-Unis. On s'est dit, là, il y a le futur règlement de l'espace européen des données de santé qui arrive, qui vient de fuiter là, et qui sera dévoilé officiellement le 4 avril par la Commission européenne. Il faut absolument qu'on chope le coche avant ça pour faire en sorte que ces règlements ils soient infusés de tout un tas de principes éthiques qui fassent en sorte que, voilà, sur les fractures numériques, sur l'impact écologique du numérique en santé, sur l'application réelle du RGPD, sur l'éthique en intelligence artificielle, qu'on fasse en sorte que tout cet espace numérique en santé, qui est d'ailleurs sur des données primaires, enfin, utilisation primaire, mais aussi secondaire, que ce soit infusé de ces principes-là. Donc on a fait signer en 3 semaines par la Commission européenne et tous les États membres, il faut quand même se rendre compte ce que c'est la complexité de mettre d'accord tous ces gens-là, une charte éthique du numérique en santé avec 4 principes sous-jacents qui a été dévoilé dans cette salle le 2 février dernier et qui a infusé le règlement européen qui vient de fuiter. Donc voilà. Les ingrédients peut-être, mais qu'il faut répliquer ensuite à la fois dans tous les secteurs publics, mais aussi au niveau de tous les projets de façon plus micro, c'est d'abord le sens, et toujours rappeler le sens. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Voilà, pour qu'on ait un peu un supplément d'âme tous pour faire avancer les projets. Et ensuite être très clair sur le qui fait quoi et faire une co-construction réelle et pas artificielle, quoi. Voilà. Waouh, on applaudit également parce que sur ce formidable engagement collectif, disruptif, avec évidemment un décloisonnement et puis des hackathons, enfin des opérations comme ça d'immersion. Hein. On ne sort pas tant que les idées ne se traduisent pas par des choses constructives. Waouh, maintenant le terrain, comment ça peut se traduire effectivement sur le terrain? Alors Nada peut-être. Sur le terrain, voilà. Et parmi les freins également qui ont été levés, on l'a bien noté pendant la crise, c'est la télémédecine qui s'est considérablement démocratisée. Donc, docteur Pierre Simon, un des pionniers de la télémédecine qui n'est plus à présenter. Ravi de vous accueillir. Merci Nada. Merci Nada. Donc j'ai choisi dans un secteur qui est très limité, qui est le domaine où je pense être compétent, c'est de vous rappeler quels sont les retours d'expérience de la période Covid dans les publications
qui ont été faites dans la littérature médicale au cours des 6 derniers mois. Il y a à peu près une dizaine de publications qui ont interrogé, sur la base d'enquêtes faites auprès des professionnels, qui leur ont demandé comment ils ont vécu la période Covid. C'est très intéressant. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'on retrouve les mêmes points, disons, de frein, les mêmes points, disons, les mêmes propositions d'amélioration, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Danemark. Alors, je vais vous les dire, il y a 3 points. Le premier, tous les professionnels de santé qui ont été confrontés à cette pratique subite de la télémédecine, en particulier de la téléconsultation au moment des confinements dus à la Covid, ont dit « nous, on ne l'a pas fait parce qu'on n'était pas formés ». On a utilisé le téléphone, on a utilisé WhatsApp, mais les bonnes pratiques de télémédecine, on ne les connaissait pas. 75% des professionnels interrogés dans les différents pays répondent cela. Donc, on a un déficit de formation, et on l'a bien vu en France. Et en France, peu de professionnels de santé connaissaient les bonnes pratiques de la télémédecine recommandées par la Haute Autorité de Santé en juin 2019. Ça, c'est le premier point, la formation, et je crois que c'est un sujet, disons, qui doit nous amener à accélérer, je dirais, si on veut que la télémédecine serve à quelque chose dans le système de santé, il va falloir absolument réfléchir sur la manière de former les professionnels de santé. Le deuxième point, c'est l'aspect technologique. Les professionnels de santé, alors c'est vraiment frappant, hein. Dans tous les papiers que j'ai pu lire, ils se sont tous perdus dans la technologie. Et en fait, ils ont utilisé le téléphone. Et d'ailleurs, en France, c'est très simple, 60% des téléconsultations ont utilisé le téléphone. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de technologie de la télémédecine, de la téléconsultation, qui reposerait sur les recommandations qui ont été faites par la Haute Autorité de Santé. Et dans tous les pays, ça a été la même chose. Donc, problème technologique. Alors, j'ai souvent écrit que WhatsApp, c'est vraiment l'outil le plus agile qu'on puisse reconnaître actuellement au niveau du monde. Et il faudrait certainement que nos ingénieurs arrivent à faire de la téléconsultation avec un WhatsApp de la santé qui réponde à toutes les données de confidentialité qui sont rappelées dans le RGPD. Voilà, le deuxième point, technologie. Troisième point, la rémunération. Alors c'est frappant. Je peux vous dire, quand vous prenez les papiers de Medicare aux États-Unis, les médecins de Medicare disent « nous, on ne continuera pas s'il n'y a pas une rémunération ». Quand vous prenez les papiers des Allemands, on ne continuera pas s'il n'y a pas de rémunération. Et en France, on a connu la même réflexion en disant ils se foutent de nous, en fait. On nous paye avec, disons, une rémunération comparable à celle de la consultation, de la pratique en face à face, alors qu'on passe beaucoup plus de temps, je dirais, à réaliser ces pratiques de téléconsultation et de télémédecine. Et donc là, il y a un sujet de réflexion, c'est que personnellement, je pense, et je le propose d'ailleurs, hein, c'est qu'il va falloir que nos autorités réfléchissent à une incitation financière si on veut véritablement que la télémédecine puisse se développer. Et je pense, moi qui suis hospitalier, je peux vous dire qu'il a fallu une incitation financière pour la chirurgie ambulatoire pour l'avoir décollée dans les hôpitaux. Donc je crois qu'il y a des modèles. Alors j'ai entendu en début qu'il n'y a pas que des dépenses dans l'assurance, dans le système de santé, il y a aussi des recettes. Et je crois qu'il faut peut-être considérer que même si on fait une dépense qui paraît peut-être excessive, disons pendant un temps donné, on aura un retour sur investissement qui sera certainement intéressant. Donc ces 3 points, on les retrouve dans toutes les papiers qui font le bilan de la période Covid et qui reposent sur des enquêtes des professionnels. Alors, et ce sont surtout le secteur ambulatoire. J'ai oublié de vous le dire, c'est le secteur ambulatoire. Alors pour terminer, je dirais que dans l'hôpital, il faut peut-être modérer cette vision au niveau de l'hôpital. L'hôpital, vous savez, il a un mode de financement qui ne repose pas sur la médecine à l'acte, hein, et que
on a vu quand même des transformations de l'hôpital apparaître avec la période Covid. On a vu par exemple des hôpitaux qui se sont dit tiens, c'est pas mal quand même de faire de la téléconsultation, ça va peut-être changer nos organisations au niveau des consultations externes, puisque les consultations externes font partie quelque part des soins de ville, puisqu'elles sont prescrites par les médecins traitants. Donc là, c'est un point, on voit beaucoup d'hôpitaux actuellement, ils sont en train de réfléchir, disons, à cette une nouvelle organisation de leurs services de consultation externe. Et le deuxième point, c'est les groupements hospitaliers de territoire qui aujourd'hui doivent s'appuyer sur la téléexpertise. Ils l'ont testé pendant la période Covid et disent que c'est quand même pas mal. Ça empêche de faire venir dans l'hôpital support des patients qui se présentent au plus proche de leur domicile dans un service de proximité et on peut gérer à distance par des téléexpertises, voire des téléconsultations, des patients qui n'ont pas besoin d'aller dans l'hôpital support. Mais là, ça demande je vais en terminer là, je vois que Jean-Luc prend son micro, mais je vais en terminer là parce qu'il faut qu'il y ait un système d'information qui soit partagé au niveau des GHT. Et on va vers l'interopérabilité de tous ces logiciels, et je pense que c'est une très très bonne chose. Mais je crois vraiment que les GHT pourront améliorer les parcours de soins au niveau des territoires en développant la télémédecine dans les GHT et en utilisant des systèmes d'information partagés. Et enfin, mon espace santé, je trouve qu'il faut le dire quand même ici, c'est quand même l'outil qui va permettre à la télémédecine de bien se développer. Et moi, je crois beaucoup à mon espace santé pour, tirer les leçons de ce qui s'est passé pendant la période Covid. Merci beaucoup, cher docteur Pierre Simon. Je propose de l'applaudir tout de même. Bien sûr, hein, je n'ai pas osé. Voilà, toujours précis, dans les temps, dans les textes, dans la précision, la pertinence et la transition, parce qu'en fait, vous avez fait en plus l'excellente transition qu'il ne fallait pas faire, mais qu'il fallait faire en même temps, puisqu'Olivier avec beaucoup de choses, hein, d'ailleurs, beaucoup de sujets. ROI, GHT, oui, territoire. Donc, et là, la charge est lourde. En plein cœur des ARS, mais depuis peu, cher Olivier Babinet. Et avec un nouveau positionnement. Exactement, merci, en PACA. Merci. Passer en fin de journée après tels intervenants, c'est difficile. Donc un grand merci, cher Nada, Jean-Luc, Julien, pour l'invitation. Ça permet quand même à cette occasion de partager ma thèse donc, sur cette thématique majeure que j'ai pu développer dans notre ouvrage collectif aux éditions LEH. Et merci Jean-Luc. De nombreux d'autres ouvrages, en effet. Donc 2 ouvrages en particulier sur la e-santé et sur les déserts médicaux aux éditions IG. En collaboration avec le professeur Corinne Starmanis. Non mais Jean-Luc me souffle en fait tout ce qu'il faut dans l'oreille. Pourquoi ces sujets-là et finalement, ça résume en effet la fin de journée. C'est que la difficulté, pour parler de la e-santé, c'est que le champ est immense. Et quand, justement, on a dû travailler sur le sujet de la santé, faire cet ouvrage sur la santé, on s'est dit, mais par quel bout prendre le sujet? Et pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que le monde de la santé se rue sur le digital. Eh bien non. Ce ne fut pas le cas pour de multiples raisons. Des raisons parfois objectives, d'autres fois carrément subjectives. Et pourtant, des facteurs purement conjoncturels ou voire même exogènes sont en train de faire bouger les lignes. Donc, dans les éléments d'accélérateur, il y a eu le Covid. Donc, on en a parlé. Il est très clair que l'épidémie du Covid a rebattu les cartes de la e-santé et a involontairement, finalement, embarqué des acteurs. Donc, en 2 ans, on assiste à un scénario que les acteurs de la e-santé n'auraient jamais imaginé dans leurs rêves les plus fous. Le boom de la téléconsultation, parce que, mon cher Pierre, certes, en effet, ça n'a pas été obligatoirement avec les outils souhaités. Il n'en reste pas moins qu'on est quand même passé en téléconsultation de 60 000 téléconsultations à près de 19 millions de consultations remboursées dans source CNAM en 2020. Donc c'est quand même important, même si les autres sujets de la télémédecine n'ont pas été au rendez-vous, comme par exemple la téléexpertise. Il y a également été confirmé à cette époque-là l'enjeu de la télésurveillance au domicile des patients maladies chroniques. Parce qu'il faut quand même ne pas oublier que c'est un sujet qui va être le sujet de l'avenir planétaire. En 2030, donc dans moins de 10 ans, on a plus d'1 milliard de personnes âgées de plus de 65 ans sur la Terre. Donc ça va être le sujet. À la limite, la déconsultation, pour moi, c'est un sujet acquis.
d'une certaine façon, les pratiques qui ont été acquises. Et les questions du type la télésanté au sens large, améliore-t-elle les soins, ou l'accès aux soins plutôt, l'accès aux soins. Bon, je crois qu'on a peu ou prou répondu à la question. Au-delà du sujet de téléconsultation, l'amélioration pendant cette pandémie de certaines prises en charge du patient en perte d'autonomie a été évidente pour ne pas se retrouver dans le service d'urgence dans des conditions extrêmement difficiles, encore plus difficiles qu'en cas normal. Mais également la solution pour les déserts médicaux, géographiques, avec l'appui financier et organisationnel des collectivités, pour l'avoir fait en effet comme ça, et sur des territoires bien entendu tout à fait nécessaires, géographiques et autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que, et ça malheureusement on n'en parle jamais, c'est que pour les gamins de plus de 6 ans, j'emploie pas les moins de 6 ans, parce que les moins de 6 ans éventuellement sont suivis en PMI, mais plus de 6 ans, donc pris en charge par l'éducation nationale, les bilans qui sont normalement universels, donc qui devaient être fournis à l'ensemble des gamins, ne dépassent pas plus de 25% des enfants qui sont suivis. Il y a 75% des enfants qui n'ont pas de bilan de santé pendant leur scolarité. Au-delà de la télésanté, Laura en a parlé, bien entendu, il y a eu beaucoup de tops. Elle a parlé du CIDEP, puis on a eu une kyrielle d'autres. Moi, je voudrais sur les data en prendre un deuxième, qui est tous anti-Covid. C'est un sujet, un case study extrêmement intéressant, parce qu'on est passé du statut de flop au statut de top, modulo quelques réserves. L'application a démarré, donc Stop Covid, sortie juin 2020, en fanfare, 6,5 millions sur la table, flop. Sa deuxième version, sortie 4 mois plus tard, rebaptisée Tous Anti-Covid, est une success story, a priori. Je regardais ce matin, on est à près de 56 millions de téléchargements. Donc, a priori, c'est vraiment au niveau de toutes les meilleures applications qu'on peut avoir ici. Mais finalement, si on a l'objectif, les citoyens ont adhéré pour des raisons qui étaient beaucoup plus pratiques que sanitaires. À l'origine, c'était le contact Covid. Or, on s'aperçoit qu'on a un pourcentage extrêmement faible des gens qui ont, en effet, informé la plateforme sur leur état de santé. Et pour beaucoup, l'application s'est résumée à la rubrique attestation de sortie au démarrage, puis après QR code qu'on brandissait au nez d'un restaurateur ou d'un agent de sécurité. Donc, ce case study, c'est pas complètement caricatural, je pense que c'est assez réel, se résume à lui seul la situation. Quelles que soient les bonnes intentions initiales, c'est l'usage qui fait le succès ou l'échec d'une solution numérique. Ensuite, toujours en embarquement, au-delà du Covid, il y a le bouleversement quand même du parcours de santé, puisque la porte d'entrée privilégiée du parcours de santé sera désormais numérique. Les plateformes de prise de rendez-vous numérique aujourd'hui sont naturelles et boostées par le Covid. Je ne pense pas que parmi nos participants, il y ait une seule personne qui n'ait pas utilisé une prise de rendez-vous numérique, ne serait-ce que pour les vaccins anti-Covid. Il y a également la préadmission, les services d'accès aux soins dont on n'en parle jamais, mais puisque j'ai eu l'honneur d'en lancer un dans un département, c'est en effet une façon importante d'arriver à utiliser à la fois le numérique et une organisation ville-hôpital, puisque Jacques en parlait tout à l'heure, c'est un moyen en effet de faire participer, puisque c'est porté simultanément et par l'hospitalier et par le libéral. Autre élément d'embarquement, c'est le patient. Ben oui, le patient, on est passé d'un patient qui écoutait sagement son praticien pendant la consultation à un patient qui veut être acteur central de sa santé, qui aujourd'hui est un e-patient, est un patient 2.0. Donc c'est évident que l'évolution de la relation entre le patient et le soignant, le fait qu'il utilise aujourd'hui beaucoup plus les réseaux sociaux au service de la prévention, au service de l'éducation, de son éducation de santé, mais également les MOOC, les serious games pour le grand public, voire même pour les professionnels de santé, font évoluer bien entendu les choses, sans parler bien entendu du poids de plus en plus important de l'association des patients au sein des différents organismes et agences. Autre élément d'embarquement dont on a tous parlé, c'est la rupture technologique, et en particulier les objets connectés, puisque finalement le développement de la santé connectée est un effet purement collatéral de la croissance exponentielle de la chute des prix, combinée à une puissance de plus importante des capteurs miniaturisés. Donc ça permet le quantify set, la mesure de soi, de sortir finalement du monde médical et entrer dans le domaine de la consommation grand public. Donc de quoi on parle dans ce cas-là? Ça peut être utiliser les objets connectés dans des domaines très divers qui vont
des applications suivies d'habitudes de vie, que ce soit le sommeil, que le suivi de son activité physique, les scores nutritifs, jusqu'aux DM, dispositifs médicaux connectés, utilisés aussi bien en téléconsultation, stéthoscope, tensiomètre, oxymètre, etc., dermatoscope et otoscope, qu'en télésurveillance. Je vois que Jean-Luc est en train de prendre le micro, donc je sens le délai qui est un peu court. Je tenais quand même, Jean-Luc, si tu permets, puisque Laura l'a évoqué, en effet, je ne peux pas, étant aujourd'hui à l'ERS sur le projet Séguinomique, ne pas parler de ce sujet-là quand même pour finir. C'est un élément d'embarquement majeur, en effet. Il y a eu des aides financières de l'État par le passé, il y a celle-là. Le Ségur, comme l'a dit Laura, c'est un investissement historique qui a eu lieu à la fois sanitaire et médico-social, parce qu'il y a quand même 600 millions pour le médico-social, mais également il y a un enjeu sur la marche à franchir. C'est qu'il faut qu'on passe de 10 millions à 250 millions de dossiers médicaux échangés, et en plus dans un temps très court pour fin 2023. Donc c'est pas évident. Donc à partir depuis le début de l'année, en fait, on est en train de passer finalement du concept à la pratique, les mains dans le cambouis, à savoir l'embarquement des acteurs, et collectivement, grâce à une mobilisation absolument inédite, dans chaque région, dans chaque département, dans chaque structure, auprès de chaque professionnel de santé, même si Jacques, en effet, à juste titre, met un petit peu un bémol sur ce sujet-là, mais ils sont tout à fait partants pour quand même une grande partie d'entre eux, sous un pilotage également tripartite ARS, assurance maladie, grade. Nous sommes en train de faire évoluer donc simultanément dans tous les couloirs, à la fois le volet logiciel comme le volet usage. Et c'est une opportunité unique d'être accompagné. J'en profite puisqu'on a une tribune là pour en parler, avec un bonus aux éditeurs et structures qui partent le plus tôt. Sinon, en effet, il y a aux possibilités des référentiels techniques. Alors, il y a des obstacles, ça ne va pas se passer facilement. On s'en rend compte dès le début, déjà au début de l'opération. Il y a des degrés de maturité qui sont très divers, bien entendu. Les professionnels de santé ont des doutes sur le DMP augmenté compte tenu de 20 ans d'égarement. La question également sur la corrélation entre, c'est très intéressant, la messagerie, en effet, mon espace santé, pardon, et les projets numériques qu'ils ont pu développer pendant cette période-là, avant que MES ne soit développé, et également nécessité de les rassurer. Donc en conclusion, je dirais qu'il y a quelques facteurs clés de succès, Jean-Luc. D'abord, comme l'a dit Laura, l'épidémie, de quoi on sait bien, au-delà du sens, en effet, qui est une source intrinsèque de dépassement de soi, le danger, je dis bien, est un catalyseur de changement. Deuxièmement, tenir compte en effet des bouleversements extérieurs, parcours de santé, la puissance prise par le patient, par les patients, la rupture technologique, puisque l'outil de e-santé en lui-même n'a strictement aucun intérêt, et s'il ne répond pas aux besoins des patients et des professionnels de santé, il devient donc essentiel de démontrer systématiquement l'amélioration du service rendu par les solutions numériques en santé aux professionnels de santé et aux patients. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Face à la transformation digitale du système de santé, la formation, on en a parlé en particulier sur 2 tables rondes, des professionnels de santé initiale et continue est essentielle. Et je fais une petite parenthèse sur l'IA, qui parfois inquiète beaucoup les professionnels de santé. Dans le cas particulier de l'IA, à l'exception bien sûr des experts en IA, ce n'est pas utile d'avoir un doctorat en algèbre linéaire ou de droit pour prétendre à travailler en IA en santé. Le maître mot en IA, c'est multidisciplinarité. C'est difficile à dire. Le professionnel de santé doit savoir travailler tout simplement avec des data scientists et des professionnels de santé en droit et en éthique, chacun bien sûr restant à sa juste place. Et enfin, devant l'opportunité du Ségur numérique, rassurer, acculturer, convaincre, accompagner, financer, voire contraindre, c'est nécessaire, et faire comprendre aux acteurs numériques, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Merci beaucoup, Olivier. Merci infiniment. On applaudit Olivier Babinet, donc déterminé, engagé, et puis avec la posture maintenant régionale que tu occupes, forcément que ça multiplie. Hein, ça, voilà. Ça enrichit davantage. Voilà. C'est un sujet, en tout cas une thématique très très porteuse. Beaucoup de questions, beaucoup d'engagement, beaucoup d'inquiétudes également. Alors, on a reçu, oui, et peut-être avant de passer aux questions, exactement, Laura souhaiterait rebondir et réagir. Juste un point sur ce que disait Olivier, parce que j'ai clairement oublié un ingrédient qui est clé, faute de temps, mais aussi un peu par pudeur. Hein. Donc, je parlais du sens, je parlais de qui fait quoi, mais il y a aussi le bâton. Il y a la carotte, il y a les 2 milliards du Ségur numérique, mais il y a aussi la coercition et le fait qu'au bout d'un moment,
pour embarquer les acteurs dans l'innovation en santé, il faut aussi y aller de façon déterminée et extrêmement volontariste. Et ça part aussi par faire en sorte de mettre toutes les conditions pour que ça puisse être fait, la formation, les sujets techniques, faire en sorte qu'il y ait des logiciels interopérables. Mais au bout d'un moment, quand toutes les conditions sont là, il ne faut plus laisser le choix, il faut y aller. Tu parlais de tous anti-Covid, au-delà du changement de nom, quelle différence il y a eu avec Stop Covid? Il y a eu, quand on a relancé tous anti-Covid avec le secrétariat d'État au numérique, la DGS et donc la DNS, on y allait collectivement, c'est-à-dire qu'on n'y est pas allé tout seul comme ça, on y allait avec les épidémiologistes qui disaient que c'était indispensable, les assos de patients, les industriels, etc., etc. Donc ça a permis de déminer les polémiques, puis en grande partie les fake news qu'il y avait autour de Stop Covid sur la protection des données personnelles. C'était quand même dingue qu'il y ait beaucoup plus de polémiques autour de Stop Covid qu'autour de CIDEP, alors que ça n'avait rien à voir en termes de sensibilité des données personnelles. Donc on voit bien que nous, on avait raté notre rôle de pédagogie autour de la protection des données personnelles. Et puis deuxièmement, il y a eu un usage qui est devenu obligatoire. C'était pas l'usage premier, mais qui était, en fait, on peut plus vivre si on n'a pas son attestation Covid. Elle est facilitée et fluidifiée grâce à l'application Tous Anti-Covid. Et donc ça a marché. Mais c'est clairement grâce à ces deux ingrédients-là. Et donc sur le Ségur numérique, on fait en sorte que l'alimentation, par exemple, par les professionnels de santé du DMP puisse se faire en 0 clic. Donc c'est vraiment sans aucune douleur, sans aucun temps médical supplémentaire, grâce aux logiciels Ségur qui vont être déployés vraiment pour le compte des professionnels de santé, où nous, puissance publique, ARS, État, GRADE, disons qu'on traite le sujet des éditeurs de logiciels pour le compte des hôpitaux, des EHPAD et des professionnels de santé, qui n'aient rien à faire, qui se vont installer un logiciel conforme avec une alimentation en 0 clic derrière. Mais une fois que c'est là, on contraint son usage. Voilà, par exemple, on a fait passer dans cette année, côté hôpital, dans IFAC, des indicateurs numériques sur l'alimentation du DMP, sur l'utilisation de la messagerie sécurisée, qui disaient que c'est pas juste, je vais pas avoir un bonus si je n'utilise pas mon espace santé en tant que professionnel de santé, établissement de santé, c'est qu'en fait je vais perdre de l'argent par rapport à ce qui est déjà distribué. Et de la même façon, côté éditeur de logiciels, là aussi il y a eu des crédits importants distribués pour mettre aux normes ces logiciels dans des délais complètement fous. Il faut quand même le dire, c'est une énorme charge de travail pour eux, mais à la fois c'est des normes qui deviennent opposables et donc ils n'ont plus le choix, crédit pas crédit, que de développer des logiciels qui sont sécurisés, interopérables. Donc c'est vraiment le troisième ingrédient essentiel, c'est le volontarisme et donc derrière des leviers coercitifs aussi. Absolument. Donc on peut supposer que finalement il y a un écho très favorable auprès de celles et ceux qui sont concernés, patients, professionnels. Et d'ailleurs on va peut-être du coup donner la parole aux personnes qui sont dans la salle. Nous on a reçu encore une fois beaucoup de questions, mais est-ce qu'il y a peut-être des questions? Oui. Alors Thérèse, merci beaucoup d'avoir directement répondu à la perche tendue. On va dire. Et j'en profite pour demander parce que s'il y avait d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer. Derrière toi, regarde, hop, voilà. S'il y a d'autres personnes, oui. Donc une deuxième personne, voilà, et puis peut-être une troisième. Oui, juste qui n'a pas eu l'occasion de poser sa question tout à l'heure. C'est juste pour se représenter, pour ne pas réduire le temps aussi pour la conclusion, sauf si vous offrez votre conclusion au public, voilà. Bon voilà, moi Thérèse, je ne sais pas si c'est une question. Alors Thérèse Psiuk, je suis infirmière, on va dire, depuis longtemps. Et en fait, j'ai une réflexion. J'avais été séduite il y a quelques années par la feuille de route de Dominique Pont et Laura Letourneau. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'étais à ce moment-là, je faisais partie du comité de pilotage du master de coordination des trajectoires de santé que nous avions ouvert à Lille. Et en fait, l'informatique était abordée uniquement au niveau des professionnels de santé qui suivaient le master, comme dans toutes les formations universitaires, uniquement par le C2I, où on leur apprenait comment utiliser Excel, Word, etc. Et j'ai eu l'autorisation par le professeur Puisieux, qui était directeur, effectivement, et qui est toujours d'ailleurs directeur de ce master, de transformer ces heures, C2I, en heures numériques en santé. Et je m'y suis moi-même collée, c'est-à-dire que j'ai présenté la feuille de route de Dominique Pont et de Laura Letourneau, et ça a eu un succès fou. Et depuis, effectivement, c'est intégré maintenant dans la formation. Donc je pense qu'il y a une urgence, c'est de transformer les formations C2I en formation numérique en santé. Je ne sais pas si c'est prévenu. J'étais experte à la NAP pendant 5 ans. J'en avais entendu parler, mais je pense qu'il n'y a pas eu de suite. Et là, je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, je voudrais peut-être parler de
Mon deuxième souci, c'est que tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait embarquer les équipes de terrain dans le numérique en santé. Alors, il y a peut-être une façon de les embarquer. Beaucoup d'équipes ont construit ce qu'on appelle des chemins cliniques depuis maintenant longtemps, depuis l'année 2000. On a énormément de difficultés à les informatiser parce qu'on n'était pas du tout sur des processus workflow, mais on était sur des DPI, et toujours d'ailleurs très cloisonnés, hein, avec une feuille pour l'infirmière, une feuille pour l'aide-soignante, une feuille pour le médecin, etc. Or, les chemins cliniques, c'est quand même une agilité anticipée dans un parcours de soins, et c'est très important, bien sûr, de les informatiser avec des workflows. On commence, hein. Il y a une start-up avec laquelle je peux collaborer, et il y a également une ARS dans les Hauts-de-France où on est en train d'informatiser les critères de fragilité de la personne âgée avec une gériatre qui a construit les chemins cliniques, et on est en train de les informatiser. 5 livres ont été publiés en France avec 82 groupes homogènes de patients, donc traduits en chemin clinique, et je pense que on embarquerait les équipes de terrain qui, pour l'instant, ne voient pas vraiment la facilité pour les informatiser avec des processus workflow. Voilà. Top, top, top. On peut applaudir voilà, aussi la Rebecca Thérèse qui interviendra demain d'ailleurs sur la question de la démocratie en santé. Mais la première Mathis sera consacrée justement sur la question des parcours et donc avec évidemment des échanges fructueux. Mais là, la question qui est posée est en lien direct avec le numérique. Alors bon, c'est ça. Laura et Olivier. Qu'est-ce que vous pourriez... voilà. Peut-être juste sur la formation, c'est clair que ce sujet, c'est un serpent de mer, hein, parce que tout le monde est d'accord pour dire que la formation des professionnels de santé, c'est au cœur de tout, n'empêche qu'on ne va rien arriver, quoi. Et c'est tout un autre sujet mou, entre guillemets, donc pas dur de financement, d'interopérabilité, mais humain, quoi, sur des sujets, par exemple, de l'attractivité RH des DSI hospitalières, pareil, où on a un RSSI, un responsable de la sécurité de système d'information, qui est payé 1 600 € par mois dans un hôpital, et on s'étonne que... voilà, les hôpitaux ne sont pas encore suffisamment sécurisés. Voilà, on n'a pas craqué ce sujet de revalorisation salariale. On n'avait pas réussi à les faire bouger dans le Ségur à l'époque. En revanche, la très bonne nouvelle de cette dernière année, c'est que dans la stratégie d'accélération santé numérique, donc vous avez en gros le Ségur, 2 milliards d'euros d'investissement sur les fondations de la maison, et vous avez la stratégie d'accélération santé numérique, donc sur l'innovation, les nuages de la maison, 650 millions. On a fait en sorte que dans les 5 axes de la stratégie d'accélération, le premier soit sur les sujets mous, en se disant l'innovation, demain avoir l'accès au remboursement, par exemple, dans un digital single market européen, c'est hyper important, mais en fait, il faut d'abord que tout le terreau soit là et que à la fois les citoyens soient formés au numérique en santé, tout le sujet des fractures numériques, mais aussi les professionnels de santé, etc. Et donc il y a un énorme axe formation maintenant. Ce qui est super, c'est qu'au-delà des crédits, cette stratégie d'accélération, elle est portée à un niveau interministériel. Ce qui faisait que c'était bloqué, c'est aussi que ça ne dépend pas que d'une chapelle, entre guillemets, c'est à cheval entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Santé, qui maintenant travaillent ensemble. Et donc il y a un plan d'action très ambitieux maintenant sur la formation, tant formation initiale que continue. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que c'est des sujets qui ont une inertie, le temps de former les profs qui eux-mêmes forment les machins. Mais voilà, là, je pourrais vous mettre en relation, si vous le souhaitez, avec Mathieu Faure, là, qui s'occupe des sujets dans l'équipe. Mais voilà, il y a maintenant un vrai plan d'action, des crédits et des gens qui travaillent ensemble, des acteurs de la formation initiale comme continue, qui, là aussi, c'est une gouvernance compliquée, mais qui sont embarqués. Et donc voilà, le sujet est enfin en train d'avancer, quoi. Je voulais rajouter un petit mot à ce que dit Laura. Effectivement, Mathieu Faure est chargé de chef de projet ou directeur de projet au sujet de la formation. Premièrement, la formation initiale. Il faut bien reconnaître que les universités en santé ont pris beaucoup de retard sur ce sujet-là, que la conférence des doyens a commencé à s'agiter un petit peu, mais jusqu'alors, à part quelques pionniers dans quelques facultés de médecine, ça n'était pas enseigné, sans compter d'ailleurs les structures de formation des autres professionnels de santé. Et puis surtout aussi la formation continue. Et au niveau de la formation continue, l'Agence du développement professionnel continu va être au taquet, puisqu'il y a un processus de certification périodique des professionnels de santé qui, encore une fois, j'insiste, ne concerne pas que les médecins, parce qu'on a tendance à tout ramener aux médecins. Or, dans une équipe, il n'y a pas que les médecins, il y a les infirmiers en pratique avancée, les pharmaciens, etc. Je ne vous mets pas toute la liste. Et que cette certification périodique examinera finalement les compétences des professionnels au niveau de la qualité et de la sécurité des soins. Mais je pense que la formation au numérique en fait partie.
On ne peut pas avoir actuellement un exercice de qualité si on ne s'approprie pas le numérique en santé, qui n'est pas de transformer son crayon et sa feuille de papier où on prenait des notes en ordinateur. C'est quelque chose de beaucoup plus structurant. Donc ce sont les équipes qu'il faut embarquer, les coopérations entre les membres de cette équipe de soins doivent être structurées par des moyens numériques, mais je vais redire encore qu'il existe une fracture numérique entre les hôpitaux et la ville, et que c'est un sujet majeur également sur le plan du numérique en santé. Il faut que, à la fois parce que j'ai été frappé par le fait qu'on utilise le terme de professionnels de terrain ou de première ligne dans les hôpitaux, mais sans tenir compte des professionnels de terrain et de première ligne en ville. Donc, quels sont les professionnels de santé auxquels on s'adresse ? On s'adresse à la fois aux professionnels de santé des établissements publics ou privés, des établissements médico-sociaux et des professionnels libéraux. J'insiste beaucoup sur l'ensemble des professionnels libéraux. Les masseurs kinésithérapeutes, les infirmiers, les pharmaciens se sont vraiment beaucoup appropriés les sujets numériques, on l'a vu. Au niveau des médecins, c'est un petit peu plus traditionnel ou conservateur, car le pouvoir médical, si je puis dire, ils le ressentent comme ça, comme étant une contestation de leur propre rôle, en leur demandant si le pharaon consent à descendre sur le terrain. C'est quelque chose comme ça. C'est un aspect culturel dans les rénovations. Merci infiniment, docteur Jacques Leca. Alors, je vous laisse le soin de vous présenter, à moins que ce soit déjà fait, puis de poser... Vincent Leroux, médecin de santé publique. Ah, ça c'est bien. Pierre Simon, je veux te rassurer. Ton voisin, qui était à l'ordre des médecins, écrivait « Si Hippocrate était de notre époque, il aurait un site web. » Et moi, je lui répondais « Son staff serait un réseau social. » Tu appelais de tes voeux d'avoir des médias collaboratifs pour gérer les GHT, les différentes maisons médicales sur un territoire. Le Val-de-Marne est en train de mettre en place, à l'initiative des professionnels de santé, des réseaux sociaux. Et en plus de la French Tech, et parce qu'il y en a, il n'y a pas que Teams et WhatsApp. Donc le WhatsApp médical existe et il est déjà dans des solutions. Je ne veux prendre l'exemple qu'Entracte ou Gemspot, qui est à Nanterre. Mais ça, c'était une remarque. Ma question était comment embarquer les acteurs de l'innovation ? Et je voulais vous demander votre aide. Dans le dernier MBA, dans lequel nous formons des directeurs d'établissements, la question sur les systèmes d'information était « Félicitations, vous êtes directeur d'un établissement, comment allez-vous ubériser la prévention ?» Quels seraient pour vous les éléments de réponse que devraient faire ces élèves? Je vous remercie. Merci. Oui, je vais essayer de répondre. Je vais essayer de répondre. Je pense que la prévention, il faut bien la définir. On parle bien sûr de prévention primaire, où je pense qu'on ne parle pas de prévention secondaire ou tertiaire. Donc, en matière de prévention primaire, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le développement des applis numériques qui figureront dans mon espace santé au niveau du catalogue qui est prévu et qui seront labellisés par l'État. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut apprendre aux personnes à faire de l'exercice physique, j'entendais il y a très peu de temps des rhumatologues dire on a en fait une explosion des maladies rhumatismales parce que les gens ne font pas d'exercice physique. Et c'est vrai. Donc il faut apprendre aux citoyens à faire des exercices physiques, non pas d'être performants, mais de faire des choses à minima pour se maintenir en bonne santé. Il y a aussi l'éducation à l'alimentation. Il y a beaucoup de sujets dans le domaine de la prévention qui peuvent justement être proposés aux citoyens à travers des applis numériques. Moi, je vois beaucoup d'espoir dans ce domaine. Mais la prévention primaire et secondaire et tertiaire est un autre sujet. Merci Pierre Simon.
peut-être un commentaire, docteur Jacques Oui, Lequin. je crois qu'il faut peut-être d'ailleurs commencer par la prévention secondaire, parce que quand on voit un certain nombre de patients qui ont fait un trouble coronarien et auquel on dit que l'objectif du LDL cholestérol est aux alentours du gramme, au bout d'un moment, ils abandonnent et leur statine qui leur donne des crampes et leur régime parce qu'ils trouvent que c'est pas bon. Et finissent par se dire, oui, bon, si j'arrête tout ça, je mourrai plus. Si je continue tout ça, je mourrai plus vieux, mais enfin, finalement, je vais m'embêter considérablement et donc arrête leur traitement. Donc, les objectifs de prévention secondaire, le terrain est là, il est plutôt réceptif. Quant à la prévention primaire, je pense qu'au niveau des applis, il faut qu'elle ait un côté un peu ludique, parce que si on fait, je l'ai déjà dit à une autre table ronde dans un autre endroit, si la prévention primaire, c'est de dire à tout le monde, vous devez vivre de racines de carottes et d'autres sources, ça ne marchera probablement pas. Donc il faut cibler les populations à risque, c'est le troisième élément, au niveau de la prévention, et que les applis référencées dans mon espace santé pourront servir à cela. Laura, vous voulez ajouter quelque chose ? Un tout petit mot pour dire qu'effectivement, la grosse différence entre le papier et le numérique, c'est que ça permet de faire de la prévention personnalisée de façon beaucoup plus simple. Donc dans mon espace santé de façon native, c'est aussi une des vocations de l'agenda, qui est une des 4 fonctionnalités de mon espace santé qui arrivera courant 2022. L'objectif, c'est de pouvoir faire des rappels de prévention de façon très simple, en fonction de son âge, de son sexe, peut-être de temps en temps, si la personne en est d'accord, de ses antécédents. Dire c'est le moment de se faire vacciner, c'est le moment de faire une mammographie, mais c'est déjà des trucs qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est hyper basique, mais on les a pas. Donc via mon espace santé, ça pourra permettre de pousser ce genre de notifications. Et puis pour la prévention plus sophistiquée, via les applications, dans la logique des plateformes, on ne fait pas tout. Il y a une partie qui est faite par les acteurs de terrain, que ce soit le privé, les professionnels de santé, la société civile. Là, je ne sais pas si vous avez vu la démonstration du catalogue de mon espace santé vendredi dernier. Il y a notamment un parcours avec WeThings et Elsan. WeThings, en plus, qui est une boîte française qui vraiment se centre sur la prévention, qui sont un des premiers acteurs de la prévention qui visent à être référencés dans mon espace santé. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on voit bien le prisme. Ma question était sur, on est passé d'une start-up nation à un besoin de scale-up nation, c'est-à-dire maintenant de faire vivre une économie. Le travail qui est réalisé est extraordinaire. Oui, micro, s'il vous plaît. De la prévention. Et c'est bien un modèle économique et un modèle technologique. C'est pas de l'apport de la prévention. Votre micro. Oui. Voilà. Donc, à quel moment on va passer de cet espace public, privé, intime, dans lequel il y a une ligne de vie, et on se rappelle de tous les travaux sur les lignes de vie. Je prends un produit français, Viviewer, ça existe, à un passage de Scale-up Nation, c'est-à-dire à un moment de créer une économie et une concurrence des produits pour qu'il y ait des industries, des clients et de la valeur ajoutée. Ça s'appelle peut-être une ubérisation. Et j'ai rien contre. Je veux simplement... Je pense que ça s'appelle une ubérisation. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent », dans lequel on donne 10 définitions de l'ubérisation. Donc je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais en tout cas, sur le sujet de la constitution, j'avais pas compris la question comme ça, moi, mais sur le sujet de la constitution de la filière, c'est ce que me disait Jacques à l'instant. Dans la stratégie d'accélération santé numérique dont je parlais, il y a 5 axes. Le dernier axe, c'est précisément le scale-up. Et d'ailleurs, pas qu'au niveau français, au niveau européen, à minima, parce qu'on a bien conscience que si on n'est pas dans un digital single market, on n'y arrivera pas. Donc sur tous les sujets d'accès au remboursement qui tire un business model pérenne, parce que c'est bien les subventions, c'est bien le Ségur, c'est bien les crédits BPI, mais au bout d'un moment, les industriels eux-mêmes nous disent, nous, on veut du récurrent, on veut du régulier, on veut pouvoir faire un business model à long terme pour construire une vraie filière et puis pour s'améliorer, c'est quand même beaucoup plus intéressant, y compris pour eux. Sur ces sujets de remboursement, on était en retard en France et on s'est permis de copier les Allemands et leur modèle d'IGA, là, et on a fait en sorte qu'il y ait une implémentation extrêmement rapide, puisque sur la partie télésurveillance, ça rentrera dans le droit commun, vous l'avez en tête en juillet, le sujet du remboursement. Et sur la partie dispositifs médicaux connectés autres, on a fait en sorte de mettre en place un guichet d'accès anticipé au remboursement en copiant et en adaptant à la marche que faisaient les Allemands. Et on tire tous les collègues des autres États membres de l'Union européenne pour faire en sorte que le dépôt d'un dossier de demande de remboursement soit à 95% similaire en France, en Allemagne, en Estonie, etc. Donc là aussi, ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain, mais on part de 2 ouvertures de guichets en juillet, là. Donc ce n'est pas non plus au calendrier grec. Merci Laura. Voilà. Dernière question avant la clôture, Hugues Lefort. Tout à fait.
Donc Hugues Lefort, donc je suis chef de service d'un service d'urgence donc à Marseille. Avant j'étais à Metz et directeur médical de crise, donc d'un hôpital civil et militaire. Donc en effet, il y a eu, je trouve que depuis quelques années, la crise Covid, mais même avant, on commençait à avoir des solutions en fait numériques globales et le taf est fait au niveau national. Enfin, j'ai la sensation, en tout cas, qu'enfin on arrive à avoir des applications qui sont réellement vivantes et qui peuvent se nourrir et on sent qu'on va pouvoir les utiliser au quotidien. Et deux choses par contre, c'est les acteurs de terrain. Comment motiver, et puisqu'on est dans l'innovation, comment motiver les acteurs de terrain? Il y a deux choses. Il y a sur la formation au niveau de l'université. Je crois que les universités sont à l'âge de pierre sur la gestion RH, avec une administration en fait qui est totalement encore papier. Quand on fait des cours, je suis dans 8 facs différentes. C'est un business à temps complet, alors qu'on fait une application nationale et ça pourrait aller beaucoup plus vite. Donc je pense qu'en innovation et santé, il ne faut pas oublier la formation et notamment en fait comment on valorise les formateurs. Et notamment en fait par la charge mentale en fait qui est liée au fait de tout simplement se déclarer comme étant formateur, tout simplement, pas forcément financièrement. Hein. Et la deuxième chose, c'est comment motiver les acteurs de terrain. Et notamment, comme vous avez dit, il y a les 3 secrets, le terrain, le terrain, le terrain. Grosso modo, moi je suis sur le terrain, l'interopérabilité des logiciels, on ne l'a pas. On voit en e-santé une masse d'argent monstrueuse sur des startups qui sont capables de nous faire des solutions en fait, comme ça au claquement de doigts en 1 ou 2 jours sur des problèmes de terrain qu'on a au quotidien. Et nous, nos logiciels à l'hôpital ne communiquent pas. Les logiciels en préhospitalier ne communiquent pas. J'ai eu l'occasion de faire avec le professeur Fontaine à Bordeaux un audit sur les 8 services d'urgence militaire, l'avenir de la mission d'urgence militaire et un peu d'ambition dans le système. Et notamment, j'ai audité les systèmes informatiques. Et je vois qu'à Marseille, on a un système qui est collaboratif, qui s'appelle Terminal Urgence, qui est dirigé et coordonné par l'ARS avec des équipes de terrain où les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les managers peuvent introduire leurs solutions. Et le SAMU, en fait, nous envoie et on sait qu'est-ce qui va arriver, la charge de travail en fait, qui va arriver. On peut anticiper les choses, et notamment sur le retour. Je crois clairement que ça, ce sont des modèles qui fonctionnent vraiment bien, parce que pour le vivre depuis quelques temps, ça apporte des vraies solutions avec une vraie concertation, notamment dans le nouvel paiement des urgences. Et la deuxième chose, je crois beaucoup en fait sur l'appropriation de l'outil et le développement de la personne. De façon très simple, très terrain, je crois beaucoup au développement du low-code, le fait de pouvoir chaque personne est capable de fabriquer sa petite application et de la faire rentrer en fait dans l'application générale parce qu'il a un besoin à un moment et donc une question, une solution. Et ça, par contre, il va falloir le coordonner pour éviter en fait qu'il y ait un magma de petites solutions avec des petits problèmes. Donc voilà, le low-code pour moi est une innovation en santé où là, pour le coup, on a un vrai levier de formation dès la faculté, voire même dès l'école, puisque c'est dans tous les systèmes que ça peut fonctionner, notamment directement au lycée, au collège. Et donc d'emblée, en fait, on introduit déjà la formation en fait aux santé, au numérique en fait dans le quotidien par le développement en fait de la programmation. Merci Hugues Lefort. On applaudit Hugues Lefort qui va intervenir demain matin sur le sujet de la performance en termes de levier pour la qualité des soins. Donc gardons un petit peu pour demain matin. Voilà, 9h30. Voilà, hein. Ou alors je suppose que tu consommes déjà du temps, et puis parce que tu sais que demain tu n'auras que 5 minutes. Il profite, exactement. Donc il y a de la profitabilité inavouée. Voilà, hein, mais en même temps, voilà, c'est le jeu. On arrive à la conclusion et puis peut-être des remerciements préalables quand même pour d'abord les intervenants qui ont eu la gentillesse de venir. Exactement, grand merci à Olivier, à Pierre Simon, à Laura Letourneau, Antoine Ténière qui a dû quitter la salle et Dr Jacques Lucas également, merci beaucoup. Et peut-être quoi de mieux que de lui laisser le mot de la conclusion? Tout à fait, de façon très très solennelle. Le président de l'Agence du numérique en santé. Merci. Je me garderai bien de conclure. Je ne sais plus qui a dit d'ailleurs, seuls les imbéciles ont besoin de conclure. Donc je m'en garderai bien. Mais je pense que la journée a été très riche. Nous en avons une autre qui va s'ouvrir demain. Je crois qu'il ne faut pas, ceci étant, que nous restions au niveau des constats ou au niveau des difficultés qui existent encore. Ni la délégation ministérielle au numérique en santé, ni l'agence, ni les autres structures concernées par la santé n'ont eu l'illusion qu'en 2022, puisque c'était quand même Ma Santé 2022, qu'en 2022, nous serions dans le meilleur des mondes, en matière d'informatique, si je puis utiliser cette image. Nous sommes cependant sur la route.
Donc sur la route, on peut s'envoyer des signaux, on peut mettre des alertes, mais il faut que nous continuions résolument sur la route, puisque, en espérant que les dieux nous soient favorables et les vents propices ou l'inverse. Mais il n'y a pas de raison que cela ne soit pas. Donc il faut garder l'optimisme au cœur pour continuer d'avancer. Je vais encore redire, et vous allez dire, c'est pas étonnant, à son âge il radote, mais je pense que la clé est celle de l'hôpital hors les murs ou de la médecine de ville dans l'hôpital. C'est-à-dire que malgré, on essaie d'abattre les murs, ça fait des années, avant même que l'on parle de numérique. Il faut donc que le numérique contribue à cette solution qui est la seule pour que les parcours patients soient des parcours cohérents et qu'en l'état actuel, les patients sont encore en train de construire eux-mêmes leur parcours sans beaucoup d'assistance ou éventuellement avec des applications. Donc il faut que la ville et l'hôpital travaillent en coopération. La grande différence, c'est qu'il existe une structure de direction dans les établissements de santé. On a quand même vu la très belle expérience qui se fait à Valenciennes, qui repose sur la confiance du directeur général vis-à-vis des personnels qui travaillent dans les hôpitaux. Il faut vraisemblablement que pour la médecine de ville, ce soit la même chose et que la Caisse nationale d'assurance maladie fasse également confiance aux acteurs de terrain. Alors, dès que l'on dit ça, on voit derrière se profiler un aspect de rémunération. Les organisations syndicales libérales disent qu'il faut augmenter la valeur de l'acte, alors que le ministère, et même la présidence de la République, puisque nous sommes en campagne électorale, je l'ai entendu dire, n'était pas très favorable à la revalorisation de l'acte. Je n'ai pas, moi, en tant que président de l'Agence du numérique, à me positionner là-dessus, mais c'est quand même un véritable sujet au niveau des coopérations interprofessionnelles et de la coordination des soins. Voilà, l'agence continue de faire son bonhomme de chemin. Je veux saluer d'ailleurs l'efficacité des collaborateurs de l'agence et de sa directrice générale. Et vous le savez peut-être que nous incorporons dans notre conseil d'administration et notre assemblée générale une représentation des ARS et une représentation des grades afin qu'il y ait un lien qui soit fait entre l'agence du numérique au niveau national et les déclinaisons régionales des solutions numériques qui sont proposées. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite à nous retrouver demain dès 8h30 pour ceux qui n'auront pas pris leur petit déjeuner, mais à 9h pour ceux qui sont intéressés par la poursuite de nos échanges. Et qui sont très très nombreux d'ailleurs en ligne à nous suivre pour cette première journée. Et oui, alors ils sont autorisés eux aussi à prendre un petit déjeuner. De toute façon, s'ils coupent leur... on ne les verra pas. Donc, voilà, en tout cas, merci infiniment pour votre... Et merci aux organisateurs. Nous sommes très heureux déjà de vous avoir accueillis au cours de cette journée avec ces 5 tables rondes. Et puis donc demain, une très très belle journée aussi, riche, dense, donc avec un nombre d'interventions importantes. Voilà. Et puis, triple remerciement à Dr Jacques Lucas pour le soutien de l'ANS de ces 2 journées, de vos interventions en table ronde et puis du discours. Grand merci aussi au ministère des Solidarités et de la Santé et puis de Monsieur le ministre d'avoir accordé son haut patronage à cet événement. Merci à nos partenaires, la CASDEN, le groupe LEH, Bisense, Telos et puis évidemment Manager Santé est ravi de vous retrouver dès demain dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous. Voilà, rentrez bien. Bonne soirée et à demain. Merci infiniment. Une petite photo de famille.